Let's see what we got. All the way up. Got it! Here's Chauncey Billups. Here it is. He's got it. He's got it. Chauncey Billups hits the three. With a steal and the drive. Lays it up. Lays it in. Count that baby. And a foul. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Detroit Pistons. À chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Pour ceux qui découvrent le podcast avec cet épisode, après tout c'est possible, je suis Winston et je suis là pour vous raconter les grandes mais aussi les petites histoires des joueurs qui sont passés un jour à Détroit dans la Motor City. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, on va un tout petit peu s'écarter des parquets NBA. Attention, il n'est pas question de suite de minimiser le joueur qui sera le sujet de ce podcast, puisqu'on parle quand même d'un triple All-Star. Mais si je lui dédie aujourd'hui tout un épisode, ce n'est pas en priorité pour ses performances de basketteur. Non, aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de Dan Rounfield et qu'on parle de lui au-delà du simple terrain. Vous serez sûrement d'accord avec moi pour dire que Dan Rounfield, c'est peut-être pas le premier nom qui vous vient en tête quand on parle de NBA, et encore moins si vous êtes un fan des Pistons. Mais justement, tout ça c'est pas très grave, puisqu'aujourd'hui, si on parle de Dan Rounfield dans les chroniques de Motor City, c'est surtout pour rendre un vrai hommage à l'homme, et on peut même le dire, au héros qu'il était. Alors bien sûr, on va revenir sur tout son passage en NBA et précisément pour nous sur sa très courte année à Détroit, qui plus est dans sa ville natale. Mais en fait, Dan Rounfield, c'était beaucoup plus que ça. Rounfield, c'est tout simplement un homme qui a sacrifié sa propre vie pour sauver celle de sa femme. Et dans les chroniques de Motor City, où on salue autant les performances incroyables sur le terrain que les destins hors du commun, eh bien, l'histoire de Dan Rounfield méritait d'être racontée. Alors peut-être que ce podcast sera un peu plus solennel que d'habitude, mais je voulais absolument qu'on raconte à un moment donné cette histoire. Vous savez, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent très facilement qu'ils sacrifieraient leur vie pour sauver la personne qu'ils aiment. Alors peut-être qu'ils le pensent vraiment, mais en fin de compte, et heureusement d'ailleurs, ils sont très peu à être confrontés à cette situation, et Dan Rounfield, lui, l'a été. Et pour le coup, il a malheureusement respecté son engagement. Donc, pour ce 41e épisode des chroniques de Motor City, ça sera un épisode dédié à Dan Rounfield, grand joueur NBA de l'ombre, mais surtout, on va dire, un vrai héros américain. Allez, c'est parti. Avant de parler de la fin de Dan Rounfield, il faut d'abord commencer par le début. Je vous l'ai dit en intro, Rounfield, c'est un natif de Détroit et un pur produit du Michigan. Il a fait son cursus NCAA à la maison à Central Michigan University, qui est une fac qui n'a pas sorti beaucoup de joueurs NBA, mais quand même, d'où sont sortis Dan Marley et Chris Kaman. Donc, on arrive à la fin de son cursus universitaire en 1974 et Rounfield ne débarque pas de suite en NBA, mais bien dans la ligue concurrente, la ABA. Il est drafté par les Indiana Pacers, qui joue à l'époque dans cette autre ligue du basket professionnel, mais l'histoire sera courte puisque l'ABA est dissoute dès la saison suivante et les Pacers, et donc Dan Rounfield, rejoignent assez naturellement la NBA en 1976. Une fois en NBA, Dan Rounfield fera encore 2 autres saisons plutôt correctes avec les Pacers avant de les quitter à la fin de son contrat pour rejoindre les Hawks d'Atlanta. Et c'est là où l'histoire commence vraiment à être intéressante pour lui. À Atlanta, Rounfield prend une autre ampleur en progressant chaque saison et surtout, il se fait une vraie réputation de machine à double-double. Avec lui, c'est assez simple, c'est 15 points, 10 rebonds quasiment tous les soirs. À partir de sa dernière saison à Indiana, Rounfield enchaîne 6 saisons consécutives en double-double de moyenne et encore, s'il s'arrête à la 7e, c'est parce qu'il bloque à 9,9 rebonds de moyenne. Et puis, niveau scoring, c'est sérieux, ça pèse chaque année un peu plus, jusqu'à finir meilleur marqueur des Hawks avec 19 points de moyenne lors de la saison rookie de Dominique Wilkins en 1983. Dan Rounfield est élu 3 fois de suite au All-Star Game en 80, 81 et 82, et il décroche même une All-NBA Second Team en 1980. Et ça, il le doit principalement à sa défense
qui est la vraie clé de son jeu, comme le dira plus tard Dominique Wilkins. C'était aussi un joueur vraiment intelligent, en particulier en défense. Il connaissait tous les trucs. Pour moi, c'est l'un des joueurs les plus sous-estimés de l'histoire de la ligue. Et d'ailleurs, pour son tout premier All-Star Game en 1980, Dan Woodfield fera sensation puisqu'il marquera 18 points et 13 rebonds en seulement 27 minutes de jeu en sortie de banc, et sans les 34 points de George Gervin, eh bien c'est peut-être lui qui aurait été élu MVP de ce match. Donc tout ça pour vous dire que quand on parle de Dan Woodfield, certes on parle d'un joueur de l'ombre, mais on ne parle pas de n'importe qui. Mais il faut le dire, malgré toutes ses qualités, le problème des Hawks de l'époque, eh bien, c'est que Dan Woodfield n'est pas vraiment un franchise player. C'est un titulaire très solide, ok, ça n'a rien à dire, un gros défenseur, mais on ne peut pas lui demander de porter toute une équipe. Et du coup, en playoff, eh ben, ça coince un petit peu par manque de talent, même s'il faut l'avouer, Dan Woodfield savait aussi monter son niveau de jeu quand ça devenait important. Et globalement, tout ce sérieux, tout ce travail, toute cette défense, eh bien, ça plaît à Jack McCloskey qui est le GM des Bad Boys, on en a déjà parlé dans ce podcast. On est en 1984 et les Pistons commencent tout doucement à se dessiner. Isaiah Thomas est la base du projet depuis 3 ans, Bill Laimbeer et Vinnie Johnson sont déjà là, et puis il y a Kelly Tripucka et John Long qui font le job en attendant un peu mieux. Le truc, c'est qu'il manque sérieusement d'un poste 4 solide, vétéran, qui pourrait aider l'équipe justement à grandir. Et si en plus, ça pourrait être un gars de la région comme l'était Dan Woodfield, eh bien ce serait encore mieux. Alors, le 18 juin 1984, Jack McCloskey se met d'accord avec les Hawks et envoie Antoine Carr et Cliff Livingston à Atlanta pour récupérer Dan Woodfield, qui n'a à ce moment-là que 31 ans, donc on peut se dire qu'il rentre peut-être dans ses meilleures années. En interne, d'ailleurs, les Pistons sont sûrs d'avoir la pièce idéale à côté de Bill Laimbeer, c'est-à-dire un défenseur mobile, capable de protéger l'arceau et qui est capable de marquer de l'autre côté dans la peinture. Eh bien, malheureusement, ça n'a pas pris. Subitement, sans trop savoir pourquoi, Dan Woodfield a perdu tout son jeu en passant de 19 points de moyenne lors de sa dernière saison à Atlanta à seulement 10 points chez les Pistons. Et même au-delà de ses stats, c'est surtout toute sa combativité qui avait l'air d'avoir disparu. Dan Woodfield ne pouvait pas tenir la distance, ni suivre le rythme de cette jeune équipe qui jouait vite. Et puis tout simplement, il n'apportait même pas le minimum en défense. Alors, comment l'expliquer ? Eh bien, il y a plusieurs raisons qui pourraient peut-être expliquer cet échec. Peut-être d'abord la pression de jouer pour l'équipe de sa ville natale, l'équipe dont il était fan quand il était jeune. Ou peut-être aussi certaines blessures qui avaient mal vieilli. En tout cas, l'année que Dan Woodfield a passée avec Détroit a clairement montré qu'il était largement hors de forme. Seulement 56 matchs pour lui et à peine 43 titularisations, et encore, ça a suffi aux Pistons pour comprendre qu'il n'était pas le bon gars. Et du coup, un an après son arrivée, Dan Woodfield repart déjà, cette fois-ci envoyé à Washington contre Mike Gibson, mais surtout un autre gars qui s'appelle Rick Mahorn et que vous connaissez puisqu'il sera finalement l'intérieur dont les Pistons avaient besoin, mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, c'est évident que quelque chose s'était cassé du côté de Dan Woodfield cette année-là, puisqu'ensuite, ces 2 saisons à Washington seront assez anecdotiques et il finira même par faire une pige en Italie avant de mettre fin définitivement à sa carrière en 1988. Mais finalement, c'était peut-être un mal pour un bien, Dan Woodfield n'aura aucun problème avec la retraite et à partir de ce moment-là, il cessera tout simplement d'être une personnalité publique et retournera vivre tranquillement à Atlanta. Il trouvera même un job dans l'aéronautique. Woodfield vit à présent avec sa femme Bernardine, dit Bernie, et leurs 2 fils, Corey et Christopher, qui ont la trentaine aujourd'hui et qui sont tous les 2 diplômés de la faculté de droit de Dayton. Dan Brownfield's current home is here, the same neighborhood where he was raised in a classic Detroit upbringing. His father worked in a tire factory. And happy he is to be home for the holidays, right where his sports career began. You can't beat home, sweet home. Dan Brownfield started out to be a baseball player of all things here at Chadsey High School on the west side of Detroit. He dreamed of becoming a Detroit Tiger, but a thumb injury ended that dream, and almost as an afterthought, he joined the basketball team. Of his hoop days here at Chadsey, he said, to put it mildly, I was awful. Et à ce moment du podcast, j'ai envie de mettre la lumière sur le couple de Dan et Bernie, qui est en réalité une vraie love story, qui a commencé quand les 2 se sont rencontrés à l'université à Détroit en 1974, et qu'ils se sont même mariés avant même que Dan ne devienne basketteur en NBA.
L'histoire raconte d'ailleurs que l'alliance que Dan a offerte à Bernie lui avait coûté 57 $ et que sitôt après la cérémonie, eh bien, les deux ont enlevé robe et costume pour retourner bosser à l'université. Et contrairement à beaucoup de mariages en NBA qui souffrent de la distance, des déplacements quotidiens, des déménagements inattendus, celui des Runfield va tenir le coup et 37 ans plus tard, en 2012, les deux sont toujours ensemble et toujours heureux. Mais malheureusement, c'est bien à ce moment-là que Dan Runfield va connaître une fin tragique. Le 6 août 2012, alors que le couple est en vacances à Aruba, une petite île des Antilles néerlandaises située au large du Venezuela, Dan Runfield meurt noyé à seulement 59 ans. 10 jours plus tard, son corps est ramené aux États-Unis pour les funérailles et la presse apprend le décès du joueur NBA. Lors de la cérémonie, de très nombreux joueurs de la ligue sont présents et tous n'ont pas personnellement joué avec lui, ce qui prouve qu'il était bien un personnage très apprécié dans le milieu du basket. Et pour rendre hommage à son mari, sa femme Bernie avait demandé à ceux qui souhaitaient prendre la parole de raconter des choses drôles ou des anecdotes amusantes à propos de Dan, puisque c'est quelque chose qu'il avait spécifiquement demandé de son vivant. Il ne voulait pas qu'on ne fasse que des éloges au risque de le faire passer pour quelqu'un qui n'était pas. Et pourtant, Dan Runfield était une personne en or, peut-être même une sorte de héros, et il l'a justement prouvé lors de ce jour tragique. Mais ça, personne ne l'a su au début. Dans un premier temps, pas grand-chose ne filtre autour de sa mort. Dan s'est noyé alors que lui et sa femme luttaient pour ne pas être emportés par les flots. Pendant 1 an, cette version un peu vague est restée la seule en vigueur et personne n'a cherché à embêter Bernie pour en savoir plus. Et pendant 1 an, le reste de la famille Runfield, Bernie et ses 2 fils, ont fait leur deuil, ont pris leur temps. Et c'est précisément 1 an plus tard, en août 2013, que Bernie Runfield a décidé d'accepter une interview pour revenir sur cette journée tragique, parce qu'il était temps pour elle de raconter l'histoire de son mari. Interrogé par Harvey Araton du New York Times, Bernie a fait la lumière sur la circonstance de la disparition de son mari. Nous sommes donc le 6 août 2012 et le couple Runfield se trouve en vacances à Aruba, dans un lieu où ils ont l'habitude de se rendre depuis maintenant plusieurs années. Ce jour-là, ils profitent de leurs vacances sur une plage très connue nommée Baby Beach, une plage qui tient son nom justement par sa fréquentation, c'est-à-dire des touristes et leurs jeunes enfants. Pour vous figurer, imaginez le genre de plage paradisiaque, sable blanc et eau bleu turquoise, très claire, et vous imaginez à peu près l'endroit. Il y a 20 ans de cela, le couple Runfield avait acheté à Aruba une maison en colocation et chaque année ou presque, ils y allaient et donc on peut même dire que leurs 2 enfants ont quasiment grandi dans ces eaux. Et c'est pourtant dans ces mêmes eaux que Dan Runfield va se noyer. Avant que Bernie ne parle au New York Times en 2013, plusieurs informations avaient quand même circulé dans la presse sur le fait qu'ils avaient nagé dans des eaux très agitées, prenant donc des risques pour leur propre vie. Pendant son interview, Bernie mettra fin à ses ragots. Nous n'allions jamais dans une eau profonde agitée. Il faudrait être fou. La seule chose que je sais, c'est qu'il n'y avait rien d'habituel par rapport à toutes les fois où nous y sommes baignés. Pourtant, ce jour-là, il va bien se passer quelque chose. Les deux sont dans l'eau, Dan et Bernie. Bernie se repose tranquillement sur un fauteuil gonflable, dans une eau très calme, mais sans s'en rendre compte, elle commence tout doucement à s'éloigner. Dan est à proximité d'elle, et pour que vous puissiez évaluer à peu près le truc, il est dans une eau où il est à pied. Alors même si c'est vrai qu'il fait 2,3 m, c'était pour vous dire qu'ils ne sont pas vraiment dans ce qu'on appelle la haute mer. Et comme Bernie s'éloigne vers le large, Dan l'appelle pour lui faire comprendre qu'elle commence à dériver, qu'elle va trop loin, et lui dit de pagayer vers lui avec les mains pour revenir et lutter contre les petites vagues. Bernie s'exécute, mais en fait l'eau commence à devenir de plus en plus agitée et rien n'y fait, elle n'avance pas dans la bonne direction, c'est même pire, elle continue à reculer. Alors pourquoi ? Eh bien, cette Baby Beach, cette zone d'eau peu profonde, naturellement protégée de la mer des Caraïbes qui est très agitée, elle est protégée par un récif et toute une série de formations rocheuses. Les locaux sont évidemment au courant de cette protection et en fait ils conseillent aux touristes de reconnaître cette frontière de 2 ou 3 mètres de large entre la partie où l'eau est calme et celle où tout d'un coup elle peut vite devenir dangereuse. I'm Tom Vandervoort from the Sporting News Studios with a sad story from the world of sports today as former NBA All-Star Dan Roundfield has died unexpectedly. Roundfield, a 3-time All-Star, passed away off the coast of Aruba when he tried to help his wife in rough water. Roundfield and his wife Bernie had ventured beyond the reef,
off of Aruba's Baby Beach when the current became unexpectedly strong. Dan Roundfield was swept away and found 90 minutes later trapped underwater by rocks. Bernie Roundfield did survive, prompting police spokesman John Larmony to tell the Associated Press, quote, "It's a real tragedy. He died saving his wife." En tant que régulier, Bernie et Dan connaissaient évidemment cette règle et avaient même plusieurs fois emmené des amis en leur détaillant précisément les zones où ils devaient faire attention. Mais malgré tout, ce jour-là, eh bien, il est fort probable que Bernie ait dérivé vers justement cette zone trouble, cette frontière avec son fauteuil gonflable. En tout cas, quand Dan se rend compte que sa femme n'arrive pas à revenir, eh bien, il se met à avancer dans l'eau pour la retrouver, mais même pas vraiment en nageant, puisqu'il a encore largement pied. Et puis tout d'un coup, l'eau s'agite encore plus, et à cause des vagues, Bernie Roundfield perd son mari de vue. Pendant plusieurs minutes, l'eau est complètement folle, complètement agitée, et elle n'a plus de contact visuel avec lui, ni même avec personne, et même elle continue à dériver. Et c'est à ce moment-là qu'une personne l'appelle et lui dit qu'elle va l'aider. Le problème, c'est que cette personne n'est pas Dan Roundfield, mais Nicole Brand. Nicole Brand, qui débarque un peu de nulle part en sauveuse, en réalité c'est une masseuse professionnelle qui est en vacances sur l'île et qui était ce jour-là partie en pleine excursion sur un bateau avec 7 autres personnes. En tant que nageuse accomplie, Nicole avait profité d'une pause dans l'excursion pour prendre des palmes, un masque et faire le tour de l'eau, histoire d'observer un peu le récif. Et au milieu de sa baignade, en voyant que l'eau commençait à s'agiter, elle s'était mise à rentrer vers le bateau, et c'est là où elle a entendu quelqu'un crier à l'aide, c'était évidemment Bernie Roundfield. J'ai vu un radeau bleu là-bas, et je me suis dit, ça doit être cette personne. Il n'y avait pas le temps d'appeler à l'aide, pas le temps pour réfléchir. J'ai enlevé mon masque, et j'ai commencé à nager aussi vite que possible. Elle était sur le point d'être emportée par la mer. Nicole Brand arrive donc à point nommé pour sauver Bernie Roundfield, prend le fauteuil gonflable en main et essaye de ramener Bernie en direction de la plage. Et d'après ses propres mots, même pour elle qui était une excellente nageuse, en excellente condition physique, qui nageait plusieurs kilomètres par semaine, eh bien c'était complètement éprouvant dans cette eau qui était vraiment agitée. Bernie Roundfield tombera même du radeau et c'est au bras de Nicole Brand qu'elle arrivera enfin sur le sable. Les deux sont complètement exténuées et rampent tellement elles sont fatiguées pour s'extraire de l'eau. Ça prouve à quel point l'opération de sauvetage, on va dire, était difficile. Donc à ce stade-là, Bernie Roundfield est sauvé, mais il n'y a pas trace de Dan. Le plus logique serait qu'il ait fait lui-même demi-tour pour trouver les secours. Dans la tête de Bernie, c'est d'ailleurs peut-être même lui qui a envoyé Nicole Brand à sa rescousse. Eh bien malheureusement non. Bernie Roundfield est sous le choc, et donc c'est Nicole Brand qui ira dans le restaurant le plus proche pour appeler la police. Cette même police va dépêcher tout de suite une équipe de recherche pour essayer de trouver Dan Roundfield qui est toujours absent. Il leur faudra plus d'1h30 et plusieurs plongeurs qui prendront eux-mêmes de vrais risques pour leur vie pour malheureusement finir par retrouver le corps sans vie de Dan Roundfield, la jambe coincée par des rochers, ce qui a empêché son corps d'être emporté en pleine mer. D'après le médecin légiste, Dan Roundfield aurait été englouti par une vague qui l'aurait propulsé contre un rocher alors qu'il nageait vers sa femme Bernie pour essayer de la sauver. Une ecchymose à la tête a prouvé que Dan Roundfield était malheureusement mort sur le coup. Plus tard, John Larmony, le porte-parole de la police d'Aruba, déclara qu'il y avait eu quelques incidents antérieurs et quelques cas de noyade à Baby Beach qui à l'époque n'avaient pas de sauveteur, pas de corde ou pas de panneau d'avertissement. Si vous traversez la frontière, le courant peut changer très rapidement avec le vent. J'avais l'habitude de faire du sauvetage dans la police quand j'étais jeune, j'étais un super nageur et je peux vous dire que vous devez vous entraîner pour nager dans une eau comme ça. Après plus de 8 jours de procédure bureaucratique, Bernie Roundfield finira par récupérer le corps de son mari Dan pour pouvoir le ramener aux États-Unis et pour pouvoir l'enterrer à Atlanta. La douleur sera trop forte pour elle et elle ne parlera à personne des circonstances précises de la noyade de son mari Dan. Il lui faudra donc, comme je l'ai dit, toute une année et plusieurs échanges, notamment avec Nicole Brand, avec qui elle restera en contact, pour que Bernie Roundfield raconte au monde entier le sacrifice de son mari, lui qui n'a pas hésité une seconde à plonger au milieu des vagues pour essayer de sauver sa femme, quitte à le payer de sa propre vie. En 2006, Micah Hart,
journaliste pour le site web des Hawks, a demandé à Dan Roundfield quel joueur moderne lui ressemblait le plus. Si Dan Roundfield ferait une blague en disant qu'il n'avait pas assez de talent offensif pour être comparé à Amar'e Stoudemire, il se rapprochait par contre assez bien selon lui d'un Ben Wallace. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas des tonnes d'articles sur Dan Roundfield, il n'y a pas beaucoup de papiers, etc., etc. Et c'est vrai qu'il est souvent abordé par le prisme de sa fin tragique. C'est ce que je fais aussi ici d'ailleurs, mais j'espère avoir quand même rendu honneur au joueur qu'il était. C'était aussi assez important pour moi de parler de quelqu'un comme lui dans les chroniques de Motor City, puisqu'il y a toujours des petites histoires à raconter derrière la grande. Et puis Dan Roundfield est quand même né à Détroit, a été l'un des meilleurs lycéens du Michigan et a fait partie des rares joueurs sortis de l'université de Central Michigan. Et même si son passage chez les Pistons dans la dernière partie de sa carrière ne s'est pas très bien passé, eh bien il a clairement sa place dans ce podcast. Dan Roundfield, c'était d'ailleurs une personne tellement importante pour Détroit et pour le Michigan qu'il a été élu au Michigan Hall of Fame. Malheureusement, la cérémonie se tenait le 16 août 2012, 10 jours après son décès à Aruba. Évidemment, la cérémonie qui avait été préparée avec Dan Roundfield sera bien différente sans lui. Mais ce sera l'occasion de retenir une déclaration de James Edwards, grand joueur des Bad Boys, qui rendra hommage à la générosité de Dan Roundfield, avec qui il avait été coéquipier du temps de son passage à Indiana. Quand je suis arrivé dans l'Indiana, je ne connaissais personne, mais Dan et sa femme m'ont ouvert leur maison. Chaque fois que j'avais besoin d'être en famille, Dan était là. C'était ce genre de personne avec un grand cœur. Je pense que cette déclaration est parfaite pour s'arrêter là dans ce podcast. Pour une fois, on n'a pas vraiment parlé basket, mais je pense que le sacrifice de Dan Roundfield, c'était une histoire qui méritait d'être connue. Et de mon côté, j'avais prévu de vous la raconter depuis longtemps et je voulais absolument être à la hauteur. De votre côté, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez le basketteur Dan Roundfield, même au-delà de ce geste héroïque. Merci à tous une nouvelle fois d'avoir été là pour ce podcast. Vous savez où retrouver les chroniques de Motor City, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, les applis de podcast comme Podcast Addict sur Android, etc., etc. Merci aussi à tous ceux qui ont mis des notes Apple Podcast ces derniers temps. C'est toujours un énorme plaisir pour moi et surtout une belle reconnaissance. Et donc, en attendant le prochain podcast qui sera sûrement un peu plus joyeux, on se retrouve sur Twitter @MotorCityPod et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.